J'ouvre notre second débat. On va changer totalement de thème et c'est ce qu'on aime dans cette émission débat consacrée à la crise économique en Chine, une croissance en berne, des exportations en forte baisse, un chômage des jeunes qui explose. De nombreux indicateurs sont dans le rouge. Le point de départ de cette crise, c'est l'immobilier. 2 ans après la chute du promoteur local Evergrande, un autre géant du secteur qui s'appelle Country Garden est en difficulté. C'est toute l'économie chinoise qui retient son souffle. Flora Sauvage. Exportation en berne, crise immobilière, les nuages s'amoncellent sur l'économie chinoise. Dans les rues de Pékin, les files de travailleurs intérimaires s'allongent devant les agences de recrutement. Depuis la levée de la politique zéro Covid, l'économie de l'Empire du Milieu ne redémarre pas. Le mois dernier, face au chômage des jeunes qui ne cesse de flamber, la Chine a cessé de publier les chiffres mensuels du chômage des moins de 24 ans. Près d'un jeune urbain sur 5 est sans emploi. Je suis très inquiète. Lorsque je pense à trouver un emploi, je deviens très anxieuse. Depuis l'éclatement de la bulle immobilière, le nombre de ventes ne cesse de chuter, avec une baisse de 34% au mois d'août. Plusieurs promoteurs sont au bord de la faillite, à l'image de Country Garden, l'un des leaders du secteur, qui a échappé in extremis à un défaut de paiement le mois dernier. Il y a un risque de crise systémique à l'échelle de l'économie chinoise, puisque si l'une de ces entreprises ou une série d'entreprises devait s'effondrer, les répliques se feraient ressentir dans d'autres secteurs de l'économie. Pour autant, cet expert de l'Empire du Milieu estime que le risque de contagion mondiale, à l'image de la crise des subprimes en 2008, est peu probable. Pourquoi ? Parce que c'est une crise qui est finalement qui repose sur des investissements et de l'argent exclusivement chinois et sur des secteurs qui sont assez peu internationalisés comme le secteur de l'immobilier. Mais le ralentissement de l'économie chinoise pourrait toutefois avoir un impact en Europe. Parmi les pays les plus exposés, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui vendent à la Chine des biens d'équipement, des voitures et des produits pharmaceutiques. La crise économique chinoise doit-elle aussi nous inquiéter ? Voilà le thème de notre débat avec Sylvie Matelli. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Pascal Alizard, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Calvados, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et membre de la Commission des Affaires européennes au Sénat et auteur de 2 rapports sur la Chine. Baptiste Falvoz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef à France 24, ancien correspondant en Chine. Je crois que c'était pendant une demi-douzaine d'années, 7 ans. 7 ans. Et vous contribuez aussi d'information Asialiste. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Alors, on monte au point de départ cette bulle immobilière qui a explosé il y a 2 ans, la chute d'Evergrande. En quoi cette crise, Sylvie Matelli, elle est symptomatique du fonctionnement peut-être du régime chinois, de l'État chinois ? Elle est symptomatique du fonctionnement de l'État chinois et de l'économie chinoise à plusieurs titres. Premier titre, c'est que c'est un secteur qui est largement subventionné par les pouvoirs publics. C'est un secteur aussi où les promoteurs sont en grande partie véreux, c'est-à-dire corrompus. Il y a des pots de vin, il y a des malversations qui sont faites. Et troisième élément, je pourrais en citer d'autres, mais c'est le fait qu'on n'a pas véritablement, parce qu'on est en Chine, d'indicateurs d'évolution du marché. Donc il y a des bulles spéculatives qui se forment, puis des promoteurs qui ne sont pas capables d'achever des constructions. Enfin, il y a à un moment donné ou à un autre, il n'y a pas d'indicateur qui vous dit attention, le secteur entre dans une crise, il faut assainir. Et du coup, la bulle gonfle jusqu'à exploser ou à mettre en faillite un certain nombre de promoteurs. Et c'est d'autant plus important le secteur immobilier que ça représente quand même 25% du PIB chinois. Donc on voit que le fait que ce secteur d'activité ait des difficultés, ça pèse sur l'ensemble de cette économie, sur l'ensemble des consommateurs chinois, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ouais, Baptiste Falvoz, c'est un pays de propriétaires, la Chine ? Alors c'est un pays de propriétaires, c'est un pays où l'immobilier est, et au fait, il est au cœur de la vie des Chinois. C'est vraiment une obsession pour de très nombreuses familles, acheter un appartement, voire un deuxième, voire un troisième. Quand on a un enfant, il a déjà 5 ans qu'on réfléchit à l'appartement, surtout si c'est un fils, à l'appartement qu'on veut lui acheter pour qu'il puisse se marier. Et c'est une vérité dans de nombreuses villes chinoises. Ça fait partie du package, le mariage, l'appartement. Il se marie à quel âge ? Alors, ils se marient de plus en plus tard, mais aussi pour des raisons financières, parce que certains n'ont pas les moyens d'acheter justement le fameux appartement. Et donc, on comprend l'ampleur du drame que ça peut être quand il y a une chute de l'immobilier comme ça. La bulle avait atteint des proportions absolument délirantes. Un exemple, à Shanghai, je crois que les derniers chiffres, avant qu'elle se dégonfle, on estimait qu'en moyenne, pour avoir un appartement, un Chinois devait payer l'équivalent de plus de 40 ans de salaire. À Paris, on est autour de 20 ans.
à peu près. Vous voyez, donc c'est 40 ans, voire même 50 ans de salaire. Oui. Donc c'est vraiment, à partir du moment où cette bulle se dégonfle, c'est un cataclysme. Donc c'est un appauvrissement. Alors, généraliser le terme est peut-être un peu fort, mais pas loin. C'est un appauvrissement. D'accord. En tout cas, puisqu'on a toujours parié sur une montée de l'immobilier. On dit j'achète, mais ça va monter. À partir du moment où on ne se sent plus riche, entre guillemets, il y a beaucoup de Chinois en ce moment qui sont tentés de ne plus dépenser pour tout un tas de raisons. Et puis certains, vous le disiez à juste titre, qui avaient acheté un appartement, qui ne peuvent pas l'habiter, qui doivent pourtant rembourser leur crédit immobilier. Et donc ça amène des situations catastrophiques. Pascal Alizard, est-ce que vous voyez un effet domino à l'œuvre, là, en ce moment, en Chine, depuis l'éclatement de cette bulle immobilière ? Écoutez, je crois qu'au regard des arguments qui viennent déjà être exposés, oui, effectivement, il y a un risque de contagion, contagion à l'économie chinoise, mais aussi contagion aux autres pays qui sont en relation avec la Chine. Et même si les flux sont extrêmement déséquilibrés en défaveur de l'Occident, en défaveur de la France, il n'empêche que ce ralentissement peut nous toucher à un moment donné aussi. Ouais. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez été pendant 25 ans le vice-président d'un équipementier automobile, beaucoup de business avec la Chine, ces 2 rapports sénatoriaux sur la Chine. On a souvent une façon de penser la Chine à l'envers, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors ça, c'est un sujet qui, effectivement, m'a toujours intéressé. Et au fil de mes travaux, que ce soit effectivement au niveau industriel, professionnel, mais aussi en tant qu'élu, j'ai toujours fait très attention à ne pas complètement aborder les problèmes qui nous étaient soumis avec nos grilles de lecture, avec nos logiciels d'occidentaux. Parce que je crois que très rapidement, on peut arriver à de mauvaises conclusions, alors qui seraient des conclusions justes selon nos référentiels, mais qui finalement ne sont pas vécues du tout de cette façon-là et ne sont pas ressenties de cette façon-là par les Chinois et par les dirigeants chinois. On est très étonné de leur capacité de régulation qui ne partent pas de la même rationalité que nous. Alors je reviens sur cette question de la bulle immobilière. J'espère qu'on n'aura pas trop de caricatures occidentales dans la façon d'en parler, mais quand même, je crois que c'est 9 Chinois sur 10 qui sont propriétaires, c'est ça. Donc bon, voilà. Et certains rappellent, on a récupéré pas mal de témoignages autour de cette crise économique, que ce ne sont pas des spéculateurs qui sont touchés. Par exemple, le propriétaire d'un commerce qui nous dit qu'il peut tout simplement plus rembourser son prêt. On l'écoute. Il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de rembourser nos prêts. Les revenus sont instables. Les citoyens ordinaires n'ont pas assez d'argent pour rembourser. Ils n'ont pas le choix. La grande majorité des Chinois achètent une maison pour y vivre, pas pour la spéculation immobilière ou pour faire du profit. Si la maison n'est pas livrée, les acheteurs doivent louer un logement. Ça représente un coût supplémentaire. S'ils doivent en plus effectuer des versements mensuels pour leur prêt immobilier, avec leurs revenus, ils n'ont pas la capacité de payer. On est dans un cas très concret. Il y a d'autres témoignages, on ne va pas tous vous les faire écouter, mais voilà, d'immeubles qui n'ont tout simplement pas été livrés. La photo qui illustre notre débat, c'est justement un complexe d'immeubles, d'appartements qui n'a pas été achevé, Sylvie Matelli. Donc c'est cette situation. Il y a quoi ? Il y a des sortes de villes fantômes en Chine aujourd'hui ? Oui, en tout cas des quartiers fantômes, où des immeubles n'ont pas été achevés et ne seront pas livrés. Vous avez aussi des quartiers où des personnes aménagent malgré tout alors que leur appartement n'est pas terminé parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et campent dans ces immeubles fantômes avec 2-3 appartements qui sont... Vous avez toutes ces situations-là. Mais pire que ça, c'est ce que disait ce monsieur, c'est que on rembourse son crédit immobilier, on commence à rembourser alors même que son appartement n'est pas terminé et que son appartement perd de la valeur ou en tout cas pourrait perdre beaucoup de valeur parce que la bulle est en train d'éclater. Donc c'est ça qui est terrible en fait dans ce pays. Alors je ne sais pas si c'est un prisme occidental, Baptiste Falvoz, mais est-ce qu'il y a des... Parce que vous nous dites qu'il y a des comportements de corruption, des promoteurs, est-ce qu'il y a... La Chine n'est pas un régime qui peut être très tendre parfois, on va dire ça, avec les citoyens. Est-ce qu'il y a eu des condamnations ? Est-ce qu'il y a eu des peines de prison ? Comment c'est
réglé par la justice chinoise, ce dossier immobilier? Alors, il y a eu des condamnations. Alors, il y a eu... Alors, le patron d'Evergrande, si mes souvenirs sont bons, n'a pas été condamné. Il est encore en poste. Pour Country Garden, Country Garden, c'est le deuxième promoteur. C'est ce qui est en train d'arriver. On craint une faillite de ce promoteur. Des condamnations pour corruption de façon générale, il y en a beaucoup en Chine, mais parfois elles prennent aussi des allures de purge. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à condamner une personne qui n'est pas spécialement dans son clan politique, dans son, dans ses affiliations, on va dire, du quotidien. Donc oui, l'État agit, agit. Alors il agit également comme il peut sur, je pense notamment à ce qui s'est passé, voyant la bulle se dégonfler, il est en train aussi de baisser, de faciliter l'accès au crédit pour relancer la machine. Il y a quand même une force de frappe de la part du gouvernement chinois qui est quand même assez importante. Et notamment, cette force de frappe s'est faite dans l'autre sens. Lorsque la bulle s'est dégonflée, c'est parce qu'il a demandé de restreindre l'accès au crédit, voyant justement que la bulle était en train de gonfler, et ça a provoqué l'effondrement qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'une des raisons. Là, il essaye de relancer la machine. Pour revenir donc à votre question, des condamnations, oui, il y en a. Maintenant, vous savez, c'est pas un système judiciaire qui est extrêmement transparent. Donc voilà, ça peut être aussi prendre des atours de règlement politique parfois. Laetitia, il y a une expression qui monte depuis 2 ans, depuis l'éclatement de cette bulle immobilière, utilisée par les médias, les experts, les analystes. C'est le moment Lehman. Expliquez-nous. C'est une expression qui est apparue. Alors, on a fait notre petite recherche à Public Sénat et on a retrouvé, elle est apparue, cette expression, pour la première fois dans un tweet daté du 21 septembre 2021. Et c'est un des plus grands banquiers, un des plus riches banquiers indiens qui l'écrit, il le tweet. Il dit effectivement... Et si Evergrande était le moment Lehman de la Chine? Voilà, il le dit comme ça, on l'a traduit comme ça en français, mais c'est un peu ce qu'il voulait dire. Et à partir de là, c'est vrai que... on se rend compte que le moment Lehman, ça parle à tout le monde. Qu'on soit en Inde, qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en Espagne, on comprend tous qu'effectivement, il peut y avoir un effondrement systémique et puis généralisé. Donc c'est vrai que c'est une expression qui a tout de suite fait feu de paille jusqu'à là, en août, 18 août, le dernier article Wall Street Journal qui titrait ça. Alors on s'est amusé, Thomas, à faire une petite infographie. On va les voir défiler, parce que les médias se sont jetés sur cette expression en or pour les médias. Elle veut tout dire. Donc on va voir que de la Suisse jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Allemagne, enfin tous les journaux, bien sûr, ont récupéré cette expression moment Lehman. Et finalement, je pense que tous les lectorats ont compris. Compris de quoi on parlait. Référence à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, c'était en 2008, ça avait déclenché la dernière grande crise financière mondiale. Est-ce qu'on peut faire le comparatif justement avec le cas Evergrande? Oui, parce que c'était 2 poids lourds de l'économie. Lehman Brothers, c'était la 4e banque d'investissement aux États-Unis, et puis Evergrande, c'est le 2e plus important promoteur immobilier chinois. Et en communication, la peur, on le sait, c'est vraiment le moteur parfait. C'est-à-dire que dès qu'on agite la peur et le chiffon rouge, tout le monde comprend le mot effondrement. Donc c'est vrai qu'on pouvait faire cette similitude et ce rapprochement, et c'est ce qu'a fait ce grand banquier indien. C'est vrai qu'il l'a fait. Est-ce que les politiques ont repris le mot pour l'instant? Non, c'est ça qui est intéressant. C'est que les analystes, les observateurs, 2 ans plus tard, reprennent toujours la même expression. Et puis les médias, bien sûr. Mais les politiques, pour l'instant, n'osent pas le faire. Pourquoi, Thomas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont peur que dire ce mot, ça va finalement... pousser le premier domino, on ne sait pas, mais pour l'instant... Ça reste un récit pour l'instant, d'après vous? Pour l'instant, c'est un récit. Pourquoi? Parce que des observateurs, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de ce plateau. On va en débattre juste après. Mais c'est vrai que certains disent que ça n'a rien à voir. Parce que les États-Unis ont injecté énormément d'argent tout de suite et a réussi à sauver quand même ce qui aurait pu être catastrophique. Et que finalement, certains observateurs sont unanimes sur le fait que ce seront simplement les pays les plus proches, les plus vraiment en commerce direct avec la Chine qui seront touchés. Et donc, en France, normalement, on devrait être, par exemple, je dis la France parce que nous sommes en France, épargnés. On verra, on va en débattre avec nos spécialistes. Je commence avec vous, Pascal Alizard. Est-ce que vous y croyez
ce moment Lehman là, dont on parle à propos de l'immobilier chinois. C'est une formidable expression, parfaitement marketée, ça vient d'être dit par un banquier indien, c'est parfait. Et donc effectivement, quand on veut porter atteinte à un concurrent systémique comme la Chine, et je ne suis pas là pour défendre la Chine, mais c'est bien joué, voilà, effectivement. Maintenant, quand on lit ce qu'il en est 2 ans après de la part plus des analystes d'ailleurs que des politiques, je suis d'accord avec vous, les opinions sont assez partagées parce que le risque est latent, la crise est réelle, la question n'est pas de nier la crise, mais la question c'est de savoir aussi comment elle peut être régulée. Je crois qu'effectivement les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que cette crise se développe. La Chine, ils sont quand même les premiers détenteurs publics de dette chinoise, donc il faut faire attention à cela. C'est un peu je te tiens, tu me tiens sur ce sujet-là. On en parle très très peu souvent. Et puis effectivement, le gouvernement chinois a quand même des capacités à réagir, qui sont d'ailleurs des capacités d'un pays autoritaire, d'un pays qui n'est pas démocratique, avec des réactions ultra rapides. Alors, on voit d'un côté ce que vous nous avez montré, la réaction du citoyen qui, lui, effectivement, subit de plein fouet le sujet, l'individu, et puis après, il y a la régulation politique qui est totalement différente de ce qu'on peut vivre chez nous, et à partir de là, la notion de temps aussi, qui est plus élastique dans la mentalité chinoise que chez nous, amortit la chose. Donc, une vraie crise avec des conséquences fortes et pour les Chinois et pour chez nous n'est pas certaine. Maintenant, l'expression Lehman, c'est parfait. Je vous rappelle quand même que c'était aux États-Unis et qu'ils avaient inventé l'amortissement négatif. Fallait oser quand même. On n'est pas dans ce cas-là. Sylvie Mathilly, est-ce qu'on peut comparer les deux catastrophes économiques ? Pas vraiment, parce que quand on parle de Lehman Brothers, on parle d'une banque, donc de la faillite d'une banque. Quand on parle d'Evergrande ou de Country Garden, on est sur des promoteurs immobiliers. Avant que Lehman Brothers se retrouve en difficulté, on a eu la faillite aux États-Unis toute l'année 2000, à partir de l'année 2006 d'ailleurs, donc toute l'année 2006, toute l'année 2007, la faillite d'un certain nombre de promoteurs immobiliers, et puis les grandes difficultés liées au crédit subprime des acheteurs, des propriétaires américains. Donc ce n'est que dans un deuxième temps, à l'été 2000, alors ça a commencé début 2008, mais les financiers ont essayé de masquer les choses. À partir de l'été 2008, on se rend compte que le système financier américain est en danger et un certain nombre de banques américaines sont au bord de la faillite et dans un premier temps sauvées par les autorités américaines. Lehman Brothers, c'est vraiment la pire des banques, avec un patron qui avait vraiment pas de copains à Washington, et puis à quelques semaines d'une élection américaine qui opposait à l'époque John McCain et Barack Obama, avec l'idée côté républicain qui était au pouvoir, côté Bush, si on sauve Lehman Brothers, donc cette grande banque d'investissement qui a joué les électeurs vont nous le reprocher, on va nous le reprocher. Donc on voit qu'on n'était pas dans le même contexte. Mais alors il y a quand même quelques similitudes, puisque ça part d'une crise immobilière et ça finit par une crise bancaire et financière. Est-ce que le même effet domino, ça fait 2 ou 3 fois que j'utilise cette expression, peut se reproduire là avec ce qui se passe en Chine ? Les crises financières partent très souvent d'une crise immobilière. Pourquoi ? Parce que pour acheter votre appartement, pour acheter un commerce ou un fonds de commerce, vous vous endettez. Et donc si vous vous endettez, vous faites intervenir un banquier qui va prendre un risque en vous prêtant cet argent. Le risque, c'est que les prix s'effondrent. Donc bien évidemment, quand vous avez une crise immobilière, et ça c'est pas un moment Lehman, c'est universel, quand vous avez une crise immobilière, le risque qu'elle se transforme en crise financière et dans un troisième temps en crise économique n'est absolument pas nul. Je me permets de souligner qu'aujourd'hui, les acteurs financiers mondiaux, et je fais le distinguo avec les Chinois, les acteurs financiers mondiaux, ils sont très impactés par l'inflation. Et on l'a vu. Aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de difficultés en début d'année de la part de banquiers américains. On a eu quelques craintes en Europe et les autorités européennes ont agi très très vite. Donc on a des fragilités, c'est vrai, dans le système financier partout dans le monde, qui peuvent entraîner une crise financière. On a vraiment eu cette crainte. Est-ce que ça viendra de la Chine ? J'en sais rien. À ce stade, j'en sais rien. Alors, on va essayer de dézoomer, sortir un peu de la crise et cette bulle immobilière pour regarder quelques indicateurs de l'activité économique chinoise qui est quand même
clairement en train de ralentir. Regardez les chiffres des exportations et des importations. Les exportations chinoises, chiffre du mois de juillet par rapport à l'an dernier, moins 14,5%. Les importations, moins 12,4%. Ce sont toujours les chiffres du mois de juillet, 9e mois consécutif de baisse, et on retrouve pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement des chiffres de l'époque Covid où, par définition, l'économie s'était arrêtée. Pascal Alizard, et encore une fois, vous n'êtes pas là pour défendre l'économie chinoise, mais si il y a quand même des atouts inhérents à la fois au régime et à l'économie chinoise, à sa puissance, à son marché intérieur, qui peuvent lui permettre de surmonter cette crise, d'après vous ? Je pense que oui. Alors, la crise est là, ça, personne ne discute cela. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas le seul pays qui connaît la crise non plus. Bien sûr. Donc il ne faudrait pas non plus qu'en parlant de ce sujet, on se défausse à bas coût de nos propres problèmes. Bon, je dis ça comme ça. Oui. Moi, j'ai pas de souci parce qu'on a fait suffisamment de débats sur ce plateau sur la crise en France et sur l'économie française. Mais vous avez raison de le dire. Reposer les choses à leur juste point. La problématique de leurs exportations. Je rappelle que quand la Belt and Road a commencé... Alors c'est quoi la Belt and Road ? La ceinture et la route, ou la route et la ceinture, comme vous voulez, voilà. Donc c'est quoi, les nouvelles routes de la soie ? C'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. D'accord. Alors après, il y a eu One Belt, One Road, enfin bon, bref, on a à peu près toutes les appellations. Il y a d'ailleurs le ministre en charge du sujet, que j'avais vu il y a quelques années à Pékin, qui m'a dit, monsieur le sénateur, ne vous inquiétez pas, c'est un simple label économique, vous voyez, donc je pourrais vous... Voilà, c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'avait interprété, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que dans cette démarche, qui est vraiment une politique volontariste, construite de l'État chinois, il y avait aussi une démarche de politique intérieure. C'était déjà des régions en faible croissance, avec des risques de soulèvement. Alors, ils ont d'autres méthodes pour quand même mater tout ça, mais à un moment donné, il faut quand même amener du pouvoir d'achat, il faut amener un peu de développement, et c'est parti de ça. Donc, c'était donner des débouchés économiques à des régions plutôt sinistrées en Chine, d'accord, en permettant que les exportations progressent. On aurait appelé ça en France de l'aménagement du territoire, en quelque sorte. Et ces créations, ça a été aussi des créations de capacité et de surproduction. Et à un moment donné, il a bien fallu les exporter. Bon, là, il y a des flux qui se mettent en place. Et si ça ralentit, ça ralentit. Mais pour le moment, parce que vous nous avez donné les chiffres de réduction, ils sont importants, moins 14 et moins 12. Mais on reste quand même sur des chiffres de progression qui sont significatifs. Et parallèlement à ça, quand vous regardez comment évolue le yuan, il est monté, il est redescendu, mais on est sur une valeur aujourd'hui qui est à peu près celle de 2020. Et je dirais, cette baisse, finalement, elle est plutôt bonne pour l'économie chinoise. C'est un élément de relance. Oui, Baptiste Falvoz, est-ce que les régions dont on parle là, qui étaient, on va dire, économiquement les plus en difficulté, sont également les plus impactés par la crise immobilière, ou pas forcément d'ailleurs? Si, visiblement, d'après les chiffres, ça fait partie effectivement des régions qui sont les plus touchées. Je voudrais juste rebondir sur les chiffres. Il y a des nouveaux chiffres qui sont tombés, alors qui ne sont pas liés aux exportations et aux importations, là, il y a quelques jours, sur la production industrielle et les ventes au détail, qui montrent quand même un léger frémissement. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement rester prudent, pas jouer trop vite les Cassandres en disant attention, c'est l'effondrement généralisé. Déjà, moi-même, à l'époque, quand j'étais en Chine, donc je suis arrivé en 2009 jusqu'en 2016, on prédisait souvent un effondrement. On disait c'est pas possible, toutes ces villes fantômes qui poussent comme des champignons, tout va s'effondrer, tout va s'effondrer. Bon, il y a eu des ralentissements, il y a eu des baisses. Là, celle-ci est quand même bien plus violente que les précédentes, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours rester extrêmement prudent vis-à-vis des, comme ça, des verdicts un peu abrupts sur l'économie chinoise. Ces verdicts abrupts viennent de l'Occident ? Tout va s'effondrer. Ah bah oui, si vous écoutez les médias chinois, tout va bien. Donc, ça compense, ça compense d'une certaine façon. C'est pour ça que je rebondissais sur ce que vous disiez. D'Inde ou d'ailleurs, bien sûr. Mais il y a des problèmes. Il y a aussi de la communication et de la désinformation. Je pense que l'immobilier, là on parle de quelque chose de conjoncturel. Après, il y a d'autres défis, on en parlera peut-être plus tard, beaucoup plus structurels, qui attendent la Chine, et c'est la crise démographique. Oui, bien sûr. Vraiment... La démographie, on en parlera évidemment, enfin j'espère, parce que le temps file quand même assez vite, mais... On parle finalement des leviers du régime. Alors il y a les leviers, on va dire, positifs, mais
il y a aussi une forme de reprise en main par le régime chinois, le Parti communiste pour ne pas le nommer, des grandes entreprises. Enfin, est-ce que ça fragilise un petit peu le business et donc l'économie chinoise, Sylvie Matelli? Alors, en tout cas, ça questionne sur le modèle et sur la stratégie économique du gouvernement chinois. Et je rejoins ce qui a été dit. Moi, je crois que la crise, ou en tout cas le questionnement, et je ne suis pas sûre que ce ne soit qu'une crise économique, démarre en 2008 avec la crise de 2008, où les Chinois se rendent compte, bien avant nous et la pandémie, se rendent compte qu'ils sont peut-être beaucoup trop dépendants des marchés occidentaux, et en particulier du marché américain, et qu'il va falloir diversifier tout ça. Et diversifier, ça a été les routes de la soie, avec la volonté non seulement de diversifier le développement économique de ce pays en l'étendant à des régions reculées, mais aussi la stratégie des routes de la soie va aller pour le voisinage de la Chine, donc l'Asie centrale, puis pour l'Afrique, voire un peu plus tard pour l'Amérique latine, avec cette idée, on va utiliser notre force de frappe pour rapidement aller démarcher, aller conquérir des nouveaux marchés qui vont venir compenser les marchés occidentaux. Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler. En 2012, les échanges sud-sud, donc les échanges entre pays du Sud, ont été égaux aux échanges entre le Nord et le Sud. Et ça, c'est très intéressant parce que jusque-là, on était plutôt dans du 80-20. C'est-à-dire les pays du Nord très très riches achetaient 80% des exportations mondiales et les pays du Sud se cantonnaient aux 20%. Et les 50%, ils ont été en grande partie le fait de cette stratégie chinoise. Avec l'idée, on va aussi passer à un nouveau modèle, un modèle où, pour augmenter le pouvoir d'achat de la population, je vous rappelle qu'une des mesures qui avait été prise par le gouvernement chinois après la crise de 2008 et pour compenser l'impact de la crise de 2008, ça avait été d'augmenter les salaires de 40%. C'est pas rien, vous en parlerez autour de vous, mais je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Donc 40%, il faut les payer, il faut les financer. En économie, quand on veut financer une augmentation de salaire, on monte en valeur ajoutée, donc on monte en compétences, on investit dans la technologie, et en plus ça peut permettre de développer la croissance économique. Donc on est vraiment dans toute cette dimension. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si tout ce questionnement et ce virage du modèle a commencé en 2008, ça veut dire qu'on est dans une évolution structurelle de ce modèle économique, avec en particulier une crainte, et ça apparaît un tout petit peu plus tard, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, avec une crainte de reproduire, parce que l'économie s'est développée, on va la faire monter en gamme. Est-ce qu'on ne risque pas un modèle Union soviétique qui s'effondre? Le modèle, il y a des personnes qui se sont enrichies, qui commencent à prendre un certain nombre de libertés, à donner des leçons, rappelez-vous, Jack Ma, à donner des leçons d'économie à Xi Jinping. Est-ce qu'on ne risque pas, si on le laisse faire et si on ouvre cette boîte de Pandore, de voir le régime politique cette fois-ci s'effondrer? Et donc effectivement, donc ça explique la reprise en main dont je parlais. Il y a une reprise en main tout à fait de cette économie. Oui. Avec quand même, il faut à ce moment du débat peut-être prononcer le mot Covid, parce que à quel point l'épidémie de Covid et la stratégie chinoise, c'est peut-être ce qu'il faut dire, Baptiste Falloz, a bloquer ou fragiliser cette stratégie que vous êtes en train de nous expliquer depuis un moment? C'est le zéro Covid. Le zéro Covid a laissé des traces. Alors je pense que déjà, il a laissé une espèce de désillusion par rapport au pouvoir politique. On entend souvent dire la population est en ébullition, c'est très très difficile de le savoir. Déjà, on n'est pas qu'au quotidien en Chine, il y a 1,4 milliard de Chinois, donc on ne peut pas faire un portrait comme ça de la Chine rapide. En tout cas, moi, des contacts que j'ai encore en Chine, une sorte de fatalisme vis-à-vis du pouvoir politique. Cette politique du zéro Covid, où finalement tout le pays a été claquemuré, surtout vers la fin, pendant plusieurs mois, pour qu'au final, il s'ouvre d'un coup, que tout le monde soit contaminé. C'est pourquoi avoir vécu comme ça sous cloche pendant 3 ans pour obtenir finalement le même résultat que les pays occidentaux, sachant que c'est un pays qui avait quand même communiqué justement sur sa stratégie du zéro Covid. Donc, vous avez une économie qui a été à l'arrêt, qui a redémarré avec des espoirs de relance tous azimuts une fois que le pays s'est rouvert. Et là, on est dans une deuxième vague qui est plutôt descendante cette fois-ci, d'un point de vue économique. Pour revenir sur ce que vous disiez, c'est intéressant aussi, on est dans un pays où aujourd'hui, c'est la loyauté à Xi Jinping qui compte, parfois même avant peut-être la compétence. On l'a vu lors du dernier congrès du Parti communiste où c'est vraiment le clan de Xi Jinping qui a sécurisé les postes les plus importants du pouvoir. Et d'après effectivement un certain nombre d'analyses, ça peut aussi vouloir dire une certaine paralysie. On ne veut pas déplaire au chef, on ne veut pas prendre d'initiative, on ne veut pas faire des réformes osées. Et ce risque de paralysie, c'est souvent brandi, vous parlez de soviétisation, en disant est-ce que les gens auront le courage de prendre des réformes volontaires qui sont en rupture? Mais effectivement, alors je reste sur un peu la même question, Pascal Alizard. C'est vrai que
quand on est chef d'entreprise, ça incite pas beaucoup à l'innovation et à la prise de risque s'il y a le Parti communiste chinois juste au-dessus de vos têtes qui vous dit non, c'est fini, vous allez peut-être pouvoir disparaître comme Jack Ma. Il y en a deux ministres. Non, mais voilà, on ne sait pas où ils sont pendant des jours, voire des semaines, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur finalement le développement de l'économie chinoise qui faisait de plus en plus la part belle à l'innovation, à la prise de risque, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je crois que la part belle à l'innovation et au risque existe toujours. Ça continue. Ça continue, mais dans un environnement extrêmement contrôlé. Ouais. Dans chaque entreprise chinoise. C'est pas contradictoire, ça. Ça nous paraît contradictoire. Oui, mais on en revient à un prisme de lecture. Chez eux, c'est comme ça. Et si vous voulez faire du business avec eux, il faut bien s'y adapter. Ouais. Dans votre entreprise, que ça vous plaise ou non, vous avez le délégué du Parti communiste auquel vous rendez des comptes. Ouais. Et quand il vous fait une injonction, il est quand même de bon ton de l'écouter et de voir comment on peut s'adapter. Ouais. Alors chez nous, ça paraît à des années-lumière de notre façon de fonctionner. Chez eux, ça fonctionne comme ça. Et il faut bien constater, là on parle de l'immobilier, mais sur tout un tas de secteurs de l'industrie, vous avez des entreprises françaises, étrangères qui sont implantées, ça fonctionne. Et leurs propres entreprises fonctionnent très correctement et avec, je dirais, des niveaux d'innovation, des niveaux de productivité qui sont dans nos standards. Il n'y a plus de différence. Il y a 20 ans, on y allait parce qu'on voulait trouver du bas coût. Il y avait peut-être 20 ans d'écart sur les technologies utilisées. Tout ça, c'est fini. Ouais. Alors, c'est dans ce contexte que l'Europe essaye de se défendre contre, j'allais dire l'invasion, mais le mot est certainement trop fort, contre l'arrivée de plus en plus importante de véhicules électriques chinois. Je propose à Audrey Vueltas de nous rejoindre sur ce plateau parce qu'on va faire le point justement sur cette enquête, rebonsoir Audrey, lancée par l'Union européenne sur les subventions publiques chinoises aux entreprises automobiles. Oui, c'est la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a fait cette annonce mercredi dernier, lors de son discours sur l'état de l'Union. Écoutez. Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères, dont le prix est maintenu artificiellement bas par d'énormes subventions publiques. Cela fausse notre marché. Imaginez, en 2021, la Chine, c'était moins de 1% du marché de l'électrique en Europe. Aujourd'hui, on parle de chiffres autour de 8%. L'enquête va permettre de vérifier si cette rapide ascension respecte bien les règles de la concurrence et si la Chine ne subventionne pas trop ses véhicules avec des aides sur les matières premières, sur la fabrication de batteries, sur l'assemblage et même sur l'énergie. Certains observateurs estiment en tout cas que les voitures chinoises arriveraient en Europe 20% moins chères que les véhicules d'autres nationalités. Est-ce un coup de main de l'État? C'est ce qu'il faut déterminer, Thomas. Et les États-Unis ont déjà mis en place des mesures pour protéger leur filière automobile. On peut se demander pourquoi l'Europe n'a pas été aussi vite. Est-ce que l'Europe protège aussi bien sa filière? En fait, il y a des dissensions au niveau européen. L'Allemagne a fait de la Chine un partenaire commercial privilégié. En 2019, tenez-vous bien, 40% des ventes de Volkswagen s'effectuaient en Chine. Elle était donc très frileuse à lancer une telle enquête vers son partenaire financier. À l'inverse, la France, qui aimerait bien développer une filière de l'automobile électrique, faisait pression auprès de Bruxelles pour que ce bras de fer s'enclenche. Écoutez d'ailleurs la réaction très positive de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, après les annonces de la présidente de la Commission. Pour être compétitif, il faut innover, il faut simplifier nos règles, mais il faut aussi savoir défendre nos intérêts. Et l'Europe doit montrer qu'elle est déterminée à défendre ses intérêts économiques, à défendre ses intérêts industriels. De ce point de vue-là, l'ouverture de cette enquête est une très bonne décision que je tiens à saluer. Alors pourquoi cette enquête? Eh bien, si elle met en lumière des infractions aux règles mondiales du commerce, l'Europe pourrait infliger des droits de douane punitifs aux véhicules chinois. Ils sont actuellement de 10%, ils pourraient passer à 20%. L'annonce, en tout cas, est prise au sérieux. Elle a fait reculer les constructeurs chinois en bourse, Thomas. Merci beaucoup. Sylvie Matteli, est-ce que vous croyez à ces sanctions européennes dans le climat de dissension franco-allemand dont on parlait? Alors, dans le climat de dissension dont on parlait, on pourrait imaginer que l'Union européenne
puisse imposer ces sanctions-là si un règlement de l'OMC le lui permettait. C'est-à-dire s'il y avait une plainte qui était déposée à l'OMC par l'Union européenne. L'Organisation mondiale du commerce. Tout à fait, l'Organisation mondiale du commerce contre la Chine. Vu la situation aujourd'hui des aides publiques et des investissements publics dans le secteur de l'automobile électrique, je doute qu'on prenne ce risque-là parce qu'on se mettrait aussi au risque que les Chinois nous attaquent en disant mais vous aussi vous subventionnez. Et qui plus est, je pense que la situation est bien plus compliquée. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur la Chine, dans la mutation que constitue, voire la révolution que constitue la transition énergétique, c'est que la Chine est un pays extrêmement pollueur, émetteur de CO2, mais qui a compris très très tôt ce qu'allaient entraîner les perspectives de neutralité carbone et donc cette transition énergétique. Et qu'elle a pris ces dispositions très tôt pour sécuriser toutes les chaînes d'approvisionnement, en particulier de matières premières de la transition énergétique. Et c'est, je pense, bien plus pour ça. Alors, c'est aussi pour les subventions. Mais encore une fois, tout le monde subventionne, donc je ne suis pas sûre que ça fasse une différence notable. Je pense que c'est parce qu'elle a su aller négocier des accords dans le projet des routes de la soie dont on parlait tout à l'heure, avec un certain nombre de pays africains, par exemple, qu'elle a c'est le seul pays aujourd'hui sur tous les métaux stratégiques pour la transition énergétique, c'est le seul pays qui maîtrise toute la chaîne de valeur, depuis quasiment la mine jusqu'à la production de batteries ou la production de véhicules électriques. Et ça, c'est une force de frappe énorme. On se souvient, rappelez-vous, au printemps dernier, c'est les dirigeants de la République démocratique la RDC, République démocratique du Congo, qui étaient allés renégocier avec la Chine parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient accordé des concessions sur les mines qui étaient beaucoup trop avantageuses et que dans un contexte où les prix augmentaient, finalement, ils s'étaient fait avoir. La Chine a répondu non, c'est trop tard. Pascal Alizard, je me tourne vers vous parce que l'un des deux rapports dont je parlais tout à l'heure, ça concerne justement ce que l'Union européenne peut faire pour, on va dire quoi, rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine. Le deuxième rapport, le titre, c'était « La France peut-elle contribuer au réveil européen face à la Chine ?» donc très, très, très explicite. Et effectivement, dans nos 14 préconisations, il y avait au moins une meilleure connaissance du régime des subventions. Je suis complètement d'accord, plainte ou pas plainte et conséquences collatérales d'une plainte, soyons prudents, mais au moins ayons une bonne connaissance du régime des subventions. Vous parlez là, effectivement, des véhicules électriques. On pourrait parler du subventionnement des conteneurs. C'est quand même un vrai sujet. On pourrait parler du photovoltaïque. Et puis, dernier point, parce que ça vient d'être développé, mais la Chine contrôle 80% des terres rares dans le monde. Donc, à un moment donné, par rapport aux évolutions de protection de l'environnement qu'on veut avoir et de développement durable, il va falloir s'interroger. Parce qu'effectivement, on nous présente ça comme des énergies renouvelables propres, dans des conditions quand même de production et d'extraction qui sont parfois discutables avec le travail des enfants, dont on parle très peu. Alors je voudrais donner d'autres chiffres macroéconomiques sur la situation en Chine, celui du taux de chômage maintenant. On va faire un focus sur le chômage. Chiffre de juillet 2023 pour toute la population active, 5,3%. Et alors, si on se concentre sur les plus jeunes, les 16-24 ans, 21,3%, ce sont des chiffres du mois de juin. On écoute la réaction d'une étudiante à l'université et on débat autour de ces chiffres. Je suis très inquiète. Lorsque j'y pense, chercher un emploi, trouver un emploi, ça me rend très anxieuse. Je ne veux pas y penser pour l'instant, j'ai encore quelques années d'études devant moi. Un témoignage, je l'ai dit pour le chômage des jeunes, les chiffres ils datent de juin. Pourquoi ? Parce que les autorités, elles ont décidé de suspendre la publication. Ça dit tout du malaise autour du chômage des jeunes. Quand même, elles ont dit qu'elles devaient réévaluer en fait les critères qu'elles utilisaient pour ce chômage des jeunes. Ça veut beaucoup dire. Il y a clairement une gêne de la part des autorités. Ce chômage de masse, c'est quelque chose auquel les jeunes n'étaient pas habitués. En plus, on se retrouve avec des jeunes qui sont très diplômés, de plus en plus diplômés, qui sont confrontés à la perspective d'avoir des petits boulots, en fait, qui ne l'acceptent pas. Et il y a une espèce de résignation, alors qu'on a connu aussi un petit peu, nous, enfin qu'on connaît en Occident aujourd'hui, on parle de grandes démissions aux États-Unis, en France, je ne sais pas exactement ce qu'on dit, mais il y a ce fatalisme qui gagne une partie de la jeunesse. Encore une fois, c'est très difficile de l'évaluer, mais il y a ce mouvement qu'on appelle le Tangping Jui, par exemple, en Chine, qui est faire la planche. C'est-à-dire, je fais la planche. J'arrête, je ne dépense plus d'énergie, je ne cherche pas un travail, je fais la planche, je m'allonge, je me prends en photo, je me mets sur les... Et ce qui est assez subversif, hein, quand même, parce que je crois qu'il y a eu
des censures de photos de gens qui faisaient la planche. Mais ça en dit beaucoup, en fait, sur cette société qui n'est plus dans le développementalisme absolu, en fait. Mais c'est intéressant parce que derrière ces questions-là, on parlait d'appauvrissement, d'incapacité à payer ses emprunts, etc. Le chômage, vous l'avez un peu évoqué, mais bouillonnement social ou pas, crise sociale ou pas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est difficile. Franchement, je pense que celui qui a une boule de cristal et qui est capable de dire, parce que c'est pareil, des révoltes en Chine, on en annonce régulièrement en disant le gouvernement ne pourra pas tenir, ça va péter. On l'a dit à la fin du Covid, quand il y a commencé à avoir, vous savez, ces manifestations, des pages blanches, des gens qui protestaient contre le confinement. Ça a été très vite endigué, notamment avec aussi un serrage de vis très fort des autorités. Oui, mais enfin, la fin de la politique zéro Covid, c'est quand même aussi un peu, je pense, une crainte d'un embrasement social. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je pense que c'est aussi un besoin, c'est qu'il y a besoin d'avoir des enfants en Chine, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a une crise démographique qui émerge. Alors, juste pour finir, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer entre résignation, révolte. Bon, vous avez quand même un parti qui est absolu et qui contrôle tout d'une main de fer. Et puis, il ne faut pas oublier que la révolution, dans l'histoire de la Chine, en tout cas contemporaine, ça s'est toujours très mal passé. Ça s'est fini dans un bain de sang. Et ça, c'est vraiment, je pense à la révolution culturelle sous Mao Tse-tung. Je pense aux manifestations de Tiananmen en 1989. Et dans la psyché collective chinoise, quand même, en général, une des premières choses que les parents disent à leurs enfants, c'est « ne te mêle pas de politique. Sois pragmatique, fais des affaires, réussis ta vie, ne te mêle pas de politique. » Donc voilà, bien heureux qui peut prédire ce qui va se passer. Et juste, voilà, en tout cas, la crise démographique... Alors j'y viens, la crise démographique. Ça, c'est vraiment sérieux. Taux de natalité en 2022, 1,15 enfants par femme. Tiens, là aussi, je vous propose d'écouter un témoignage. C'est un citoyen chinois, c'est anonyme, il parle de pression pour faire des enfants. Écoutons. Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants ? Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse. Sylvie Mattei, c'est vrai que quand on se souvient de ce qu'était la politique chinoise en matière de natalité, elle s'est quoi, occidentalisée, la société chinoise ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ah non, il y a eu la politique de l'enfant unique qui fait que quand vous vouliez avoir un deuxième enfant, il fallait commencer par payer une amende. Et puis, alors pour 3 enfants, il fallait vraiment être très riche. Ça s'est arrêté quand ça s'est arrêté il y a 3 ans. Alors ça s'est fait par étapes. Au début, on a autorisé, en fait, les 2 parents qui étaient enfants uniques avaient droit d'avoir un deuxième enfant. Ça, c'était dans les années 2000. Après, on a dit, allez, si un seul des 2 parents est enfant unique, vous avez droit d'avoir un deuxième enfant. Et ça s'est fait de façon graduelle. Mais en fait, de l'avis de nombreux observateurs, pas assez vite. Il fallait aller beaucoup plus vite. Est-ce que Sylvie Mattei, c'est pas là, finalement, la principale faiblesse de l'économie chinoise à terme? Clairement, avec en plus une population qui vieillit, et une population qui vieillit et qui n'a pas les systèmes de retraite dont nous pouvons disposer, nous. Donc vous avez une population qui n'a eu qu'un enfant, et qui compte vraiment sur cet enfant pour, quand on sera trop âgé, pouvoir survivre, pouvoir vivre correctement, garder à peu près son niveau de vie. Sauf que, et ça se corrèle avec le chômage des jeunes, c'est que ce chômage des jeunes aujourd'hui, c'est ce que ça dit sur les retraites. Ce qui est assez amusant quand vous voyagez en Chine sur des sites touristiques, c'est que vous ne voyez que des personnes âgées. Parce que ces personnes âgées, ce vieillissement de la population, c'est géré comme ça par les autorités, c'est-à-dire on les fait voyager, on leur fait visiter la Chine, on leur montre combien c'est formidable ce pays, et puis on remet en vie des sites touristiques, mais s'il y a crise économique ou s'il y a une baisse des revenus d'une population âgée qui va être de plus en plus âgée, bien ça va plus être possible. Et là, l'histoire que l'on raconte et qui rend la retraite plutôt j'allais dire plutôt belle. Je suis pas sûre qu'elle soit belle la retraite, mais en tout cas qui fait que les personnes âgées aujourd'hui sont heureuses d'être âgées, ça risque de se tarir. Est-ce que vous parlez de main d'œuvre aussi dans l'économie? Pascal Alizard, est-ce que vous parlez de bombe à retardement avec cette démographie chinoise? Je pense que c'est un vrai sujet. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterai un point, c'est aussi le déséquilibre de population entre les hommes et les femmes. Parce que la politique de l'enfant unique a généré l'élimination d'un certain nombre de bébés-filles. Et pour relancer la natalité, il faut quand même être 2. Et il y a un vrai déséquilibre de natalité féminine. Et à partir de là, c'est beaucoup plus long
pour relancer un cycle de développement normal. Mais les Chinois ne veulent pas de deuxième enfant. Ne veulent pas de deuxième enfant. Mais parce que le contexte économique est trop anxiogène. Parce que c'est anxiogène et parce qu'un enfant coûte extrêmement cher. C'est un phénomène qui est asiatique. Hein. Attention, c'est pareil en Corée du Sud, c'est pareil à Hong Kong, c'est pareil au Japon. En Chine, ils se sont habitués à cette politique de l'enfant unique. Et finalement, le fait d'avoir un seul enfant, ça voulait dire pour beaucoup de familles, il ne faut pas se rater sur son éducation. On n'a qu'une seule chance d'en faire un futur génie qui va financer nos retraites. Et donc, ils ont dépensé des sommes folles pour leurs enfants, absolument dingues. Et donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dupliquer cette dépense, en gros, pour 2 enfants. Donc, la politique de l'enfant unique a eu cet effet pervers, en fait, allez-y, je vous en prie. Allez, 30 secondes pour conclure. Avec juste un petit élément qui est assez intéressant, c'est que si votre premier enfant est une fille, aujourd'hui, vous pouvez envisager d'en avoir un deuxième, parce qu'une fille, ça coûte pas cher. C'était déjà le cas ça coûte moins cher. Parce qu'il y en a beaucoup, elle se mariera facilement, il n'y aura pas besoin de lui acheter un appartement pour qu'elle puisse se marier, etc., etc. Donc c'est assez amusant, ces contradictions, en fait, de ce modèle chinois. Merci beaucoup, c'était proportion. Très vite. Oui, très vite. Allez-y. Regardez ce qui se passe avec la démographie allemande, et sur l'économie, vous avez pratiquement le même problème. Donc c'est pas spécifique à la Chine. C'est ce qu'on a essayé de dire dans ce débat. Merci beaucoup, merci à tous d'y avoir participé. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h sur notre antenne. Et puis notez que l'invité d'Oriane Mancini demain à 8h, ce sera Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Belle soirée à toutes et à tous.